cette discussion de marché avec Franklin Pichard, qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue, commentaire sur l'ambiance du moment. On se voit tous les 15 jours, et c'est vrai qu'il y a 15 jours, on était déjà dans une ambiance de marché plus volatile. Ça fait un mois et demi, grosso modo, qu'on retrouve, c'est ce qu'on disait avec Frédéric, des séances à -2, alors qu'ils ne sont pas totalement suivis d'effets. C'est-à-dire que souvent, ça s'arrête là, mais c'est des alertes qu'on ne voyait plus depuis des mois quand même sur les marchés, Franklin. Oui, c'est vrai, et on l'évoquait il y a une quinzaine de jours. On remarquait que les niveaux de marché étaient ceux du mois de juin. Oui. Et toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et toujours aujourd'hui. Malgré tout, on était passé par un point très bas. On avait reflirté avec les plus hauts. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a la volatilité qui est totalement exacerbée. Ce qui est à la fois pas très agréable au quotidien parce que c'est la meilleure occasion de se prendre les portes de saloon en permanence, mais qui en même temps rassure parce que tout ce mois de septembre, finalement, on a dû supporter beaucoup de mauvaises nouvelles, de mauvaises informations, et on voit que malgré tout, on ne sait pas, comme vous le disiez à l'instant avec Frédéric, on n'a pas vu les marchés décrocher de 10%. C'est mi-figue, mi-raisin. Ça baisse un peu, mais c'est pas non plus le sell-off, la capitulation totale des investisseurs. Alors, ça n'est pas cette capitulation, et j'irai même plus loin. J'assiste à plusieurs réunions, et on commence à voir des stratégistes qui disent « mais le niveau actuel de marché est inférieur au niveau de marché de la fin d'année ». Donc, il y a un petit biais positif sur le marché actuel où on ne sait pas trop où on va à très très court terme sur ce mois d'octobre, peut-être ce mois de novembre. On se souvient de l'année 2018, où on peut avoir des décrochages très violents et qui se récupèrent presque et même beaucoup plus vite. Donc, véritablement, il n'y a pas d'inquiétude sur le moyen terme. On n'est pas inquiet. Cette tendance qu'on avait pu développer il y a quelques semaines où les stratégistes restent positifs à un horizon février 2022. Après, on reposera les problèmes et les points. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des secteurs délaissés qui commencent à être réentourés, d'autres qui sont sortis à la fin de l'été et qui continuent d'être accompagnés, les financières, certaines industrielles, l'automobile, etc., etc. Donc, on n'est pas, absolument pas, en tout cas, dans un marasme, mais dans une inquiétude sur l'évolution des marchés. Oui, c'est vrai que alors, les bancaires et pétrole et gaz, énergie sont les deux seuls grands secteurs qui sont positifs au cours du mois de septembre quand les marchés ont baissé. C'est quand même intéressant à noter. Vous avez cité le secteur automobile, Franklin. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'alors, il faut faire le distinguo entre les différents constructeurs et les équipementiers, mais globalement, on a quand même des acteurs du secteur automobile dont les cours de bourse sont sur les niveaux d'avant l'annonce des vaccins, novembre 2020. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup de secteurs dont les cours de bourse sont encore sur ces niveaux d'avant l'annonce des vaccins. Ça a été quand même une date importante pour les marchés dans leur ensemble et pour l'ensemble des secteurs boursiers. Il y a un secteur qui est encore sur ces niveaux-là, c'est le secteur automobile. Oui, je vous remercie de soulever ce problème et c'est une excellente question parce que justement, certains commencent à apporter un commencement de réponse en disant ce secteur a été très malmené, on l'a vu, et que les cours auxquels on est rendu, que ce soit sur Renault pour certaines raisons, que ce soit pour Stellantis pour d'autres raisons, ce sont des cours qui sont pour l'investisseur qui a un horizon moyen-long terme, dans un PEA, dans un contrat d'assurance vie ou autre, ce sont des cours véritablement très attrayants sur lesquels on peut rentrer. Ça concerne les constructeurs. Quant aux équipementiers, on sait qu'ils sont confrontés aux problèmes de composants, on sait qu'ils marquent le pas pour le moment, et on sait qu'effectivement, constructeurs ou équipementiers ne devraient pas délivrer des choses fantastiques d'ici quelques mois. En revanche, du côté des équipementiers, on a vu Faurecia qui a lancé et réussi son OPA sur ELA. Il y a eu un candidat malheureux qui était Plastic Omnium et pour ne pas le citer, Odo a fait une très belle étude de 45 pages sur tout le secteur et eux considèrent quand même que tout ce secteur est en pleine restructuration, en pleine consolidation et verraient eux d'un bon œil
une opération d'un Plasticomium, par exemple, sur un Valeo. Et quand on voit, pareil, les cours auxquels était revenu Valeo par rapport à il y a quelques années, même si le titre s'est repris récemment, mais là aussi, on a quelque chose à imaginer autour de Valeo. Il va y avoir un changement de gouvernance. Le patron de Valeo a été un industriel hors pair et exceptionnel, qui a été un visionnaire, mais à chaque fois qu'il y avait une publication, le titre perdait 10%. C'était pas un communicant. Non, il y a un problème de communication financière, plus que de positionnement stratégique. Exactement, parce qu'ils ont coché toutes les cases du point de vue industriel, mais le cours de Valeo, il est quand même très très bas et a des cours intéressants. Si en plus, on pouvait avoir quelque chose qui s'opère dans la consolidation du secteur, ça donne envie de revenir un peu sur du Valeo, par exemple. Ça paraît naturel ou effectivement l'opération de Faurecia sur Ella, qui est vraiment une acquisition structurante pour Faurecia, c'est peut-être le début d'une consolidation un peu plus importante encore dans ce secteur des équipementiers automobiles. Oui, c'était pas la J'ai pas lu la note dodo, mais visiblement ça a l'air assez documenté comme idée. Oui, c'est ce que vous dites. Documenté, mais c'est ça, surtout, c'est une tendance de fond. On la voit émerger et s'accélérer en ce moment, mais qui était déjà en route depuis pas mal de mois déjà. Bon, Valeo qui fait partie là, des titres qui se réveillent un peu en ce moment. C'est un des leaders du jour sur le CAC 40 dans cette séance de reprise. Est-ce que la phase de correction là, qu'on observe depuis un mois et demi, est-ce qu'elle apporte également des opportunités peut-être sur des titres alors qui ont été jugés trop chers, sur lesquels on avait du mal à rentrer parce que le momentum aussi était tellement fort qu'on trouvait jamais le bon point d'entrée, le bon prix pour rentrer ces dossiers en portefeuille. Alors il y a la question du luxe là aussi qui repart aujourd'hui. Je regardais quand même les perfs de Hermès, Kering, LVMH. Stratosphérique sur des années, il n'y a pas de doute, tout le monde a gagné beaucoup d'argent en investissant ces dernières années sur le secteur du luxe, mais par rapport au point haut récent de mi-août, ce sont des cours de bourse qui sont encore assez déprimés, qui sont encore au plus bas par rapport au pic récent, j'entends. Oui, vous parliez en début d'émission de Hermès. Vous avez HSBC qui vient de revoir ses objectifs à 1 250 €. Sur LVMH, où le titre a bien corrigé, oui, sur une tendance moyen-long terme, c'est une opportunité. Et puis, vous me donnez l'occasion, il y a une quinzaine de jours, j'avais dit que nous étions acheteurs de deux titres dans deux secteurs très très différents, Moderna et ASML. ASML, donc, qui sont les machines photolithographiques qui permettent d'imprimer les cartes pour tous les circuits imprimés. Et ces deux titres-là, par exemple, ont très fortement corrigé. Pourquoi ils ont corrigé, Franklin ? Alors, ils ont corrigé parce qu'ils étaient très hauts, parce qu'il y a les problèmes d'approvisionnement derrière. Le problème était très général sur ASML, mais le titre est quand même passé quand on en a parlé il y a une quinzaine de jours, de 735 à 640 € aujourd'hui. Le titre a perdu 15%. C'est l'occasion. Moi, j'en avais acheté. On en avait acheté. Quand je dis moi, on avait commencé à faire des lignes. Mais c'est vrai que quand les titres sont hauts, on fait des tiers ou des demi-positions. On renforce. On vient compléter les lignes ASML. Si des épargnants, des investisseurs n'en ont pas, oui, là, ce sont des opportunités. Pour répondre à votre question, ASML qui vient de perdre une centaine d'euros, c'est une opportunité pour revenir dessus. Vous dites que c'est une mécanique de marché qui fait que le titre et un peu moins sur le devant de la scène dans une période plus turbulente, avec des taux qui remontent en plus, il faut le dire, ça pèse sur les valorisations de ce genre de société. Mais vous dites qu'il n'y a aucune remise en cause de la trajectoire, des objectifs de croissance et des objectifs de prix, d'ailleurs, peut-être qu'on peut avoir pour un titre comme ASML. Tout à fait. Et sur Moderna, c'est la même chose. Le titre, quand on en a parlé, valait 450 $. Il est tombé à 301 $ aujourd'hui. Entre-temps, Merck a dit que maintenant, ils avaient de très bons résultats sur un médicament qui permettrait d'être pris dès qu'on a les signes du Covid. Et donc, Moderna et tous les autres grands acteurs du secteur se sont écroulés en bourse. Mais Moderna, Pfizer et autres, ce n'est pas que le Covid. Un titre comme Moderna qui perd 150 $ en l'espace de 15 jours, c'est une occasion, là encore, de revenir sur le titre qui était effectivement un peu haut, qui avait un petit peu corrigé même à 450. Et
on revient sur ces titres-là. Ce sont des opportunités de marché. Et puis, vous savez, on parle des algorithmes. On croit tous, beaucoup en tout cas, imaginent que les algorithmes sont des modèles mathématiques qui permettent uniquement, à partir de calculs très savants, de faire acheter ou vendre un titre. Mais dans ces algorithmes, on rentre des mots aussi. Bien sûr. Et dans ces mots, oui. Quand il y a une accumulation de mots négatifs autour d'un secteur ou d'une valeur, les automates déclenchent des ordres de vente sur cette valeur. Et c'est ça aussi qu'on remet. On analyse le news flow sur une valeur, les algorithmes analysent le news flow qu'il y a autour d'une valeur, avec une sélection de mots-clés un peu types qui permettent justement derrière à l'algo de prendre des décisions d'achat ou de vente. De vente. Et on a eu l'exemple encore il y a 2 jours avec Orpea, sur lequel le titre est passé de 99 à 89 avant-hier. Il y a eu une information selon laquelle il y avait une enquête sur une fraude fiscale. Il se trouve que la fraude, elle n'était pas du camp d'Orpea, elle était du côté de celui qui leur a vendu une clinique. D'accord. Le titre, et immédiatement le titre, ça s'est su avec un communiqué en cours de séance. Le titre est remonté de 89 à 94. Il est autour de 94-95 aujourd'hui. Mais les algorithmes ont utilisé toute cette mosaïque et cette poussière d'informations négatives pour enclencher un mouvement de vente. Une fois que le titre était très bas, ils se sont rendus compte que la valeur n'était pas chère par rapport au secteur malgré tout. Les automates ont fait le travail inverse et sont repassés acheteurs sur le titre. Et le titre a regagné la moitié de ce qu'il avait perdu en cours de séance. Donc ça aussi... La leçon, c'est qu'il ne faut pas regarder trop souvent le marché non plus, d'une certaine manière. Il faut parfois prendre un peu de recul. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi. On avait parlé de l'électrification, de la digitalisation qui était un acteur et un vecteur intéressant, la perte des ruptures value croissance. Et maintenant, il y a aussi cette thématique, c'est quand on est encore, qu'on a un cerveau et qu'on essaie de le faire fonctionner, c'est essayer d'être de temps en temps un peu plus malin que les algorithmes, qui, n'oublions pas, représentent 97% des volumes quotidiens sur la bourse, sur les bourses en général d'ailleurs, pas que Paris. Bon, et puis il y a peut-être un petit mot sur les bancaires. Je disais, à travers le mois de septembre, c'est un des seuls secteurs qui s'en sort positivement, avec l'énergie, pétrole et gaz. Est-ce qu'il est encore temps d'acheter des bancaires aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut avoir un nouveau tour de piste peut-être pour ce secteur si mal aimé depuis plus de 10 ans maintenant ? Alors, si mal aimé, mais si on prend la valeur phare de notre indice parisien, BNP Paribas, le titre fait quand même plus une trentaine de % depuis le début de l'année, plus 69% sur un an glissant. Mais BNP Paribas est sur les niveaux de cours du mois de mars 2021. On n'a quasiment rien fait, même si on est parti un moment et sorti par le haut, puis revenu. On est sur les niveaux d'il y a 6 mois maintenant. Donc là, typiquement, ce sont des niveaux que l'on considère intéressants. Et quand on doit avoir une financière ou des financières au sens large dans un portefeuille, si on veut une gestion prudente, on peut rentrer de la BNP, rentrer de l'AXA dans l'assurance. On ne prend pas d'énormes risques. Et puis, là aussi, sur BNP, je voyais un bureau qui les suit, enfin un bureau des études, 23 analystes. Sur 23 analystes, il y en a 17 qui sont soit à l'achat, soit à renforcer sur BNP Paribas. Aucun n'est à vendre. Donc, je ne sais pas si la majorité a toujours raison, mais toujours est-il que c'est quand même un garant pour un investisseur moyen-long terme de pouvoir prendre des positions sur un titre qui n'a rien fait depuis le mois de mars. Merci beaucoup Franklin, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve tous les 15 jours, le jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous en plateau aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure, en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.